Et si on redécoupait le monde? C'est parti pour cette deuxième partie sur cette application ludique où on peut remodeler les frontières, créer, découper ou fusionner des pays pour refaire un nouveau monde. Après l'Europe, de la dernière vidéo, aujourd'hui on va se concentrer sur l'Asie et l'Océanie en même temps car ça va aller vite. Encore une fois, on est là pour s'amuser, pas de haine dans les commentaires. On ne part pas sur un redécoupage brut depuis notre monde du XXIe siècle, on est davantage sur une uchronie démarrée il y a plus de 1000 ans et où différents chemins empruntés auraient mené à cette structure de pays. Le thème principal, je le répète, est les regroupements par famille linguistique, avec parfois bien sûr des exceptions et choix personnels. Commençons donc avec cette carte de l'Asie par une zone sensible, le Moyen-Orient. Comme la dernière fois on a fini par le Caucase, on va reprendre à partir de cette région. On avait vu la Transcaucasie donc, et la Grande Arménie. Voyons pour l'Azerbaïdjan. L'azéri est une langue turcique. Vu la position du pays, il est isolé des autres turciques, pas de fusion possible donc. Par contre, il va s'agrandir car la zone azéri est plus étendue et s'enfonce en Iran actuel. À l'ouest, on va libérer le Kurdistan, zone qui comprend plusieurs langages kurdes et qui, bien que faisant partie du grand ensemble linguistique iranien, on va le séparer. Le Kurdistan couvre donc la Turquie orientale, une partie de l'Iran, de l'Irak et de la Syrie. Ce qui reste de la Turquie, qu'on a bien mangé du coup, reste la Turquie. Langue turcique donc, mais également isolée du reste. Pour le monde arabe, c'est probablement encore utopique, mais on va unir tous les pays arabes du Moyen-Orient pour former un nouveau califat arabique. Arabie Saoudite, Émirats Arabes Unis, Yémen, Oman, Syrie, Irak et Palestine, etc. tous s'unissent et formeraient probablement un pays moderne monstrueusement riche, merci le pétrole. Même religion, malgré les variations au sein de l'islam, même culture, même racines linguistiques. Pourquoi je ne l'unis pas aux pays arabes d'Afrique? Je pourrais, d'autres califats l'ont fait à travers l'histoire, mais j'ai décidé pour le moment de ne pas toucher à la carte africaine, car je ne m'y connais tout simplement pas assez. Et si je commence le nord, faut que je fasse tout. On conserve Israël pour garder l'unique pays hébreu et juif. En revanche, pour faciliter l'accès à Jérusalem, qui est la ville sainte des 3 religions monothéistes, on rapproche la frontière arabe non loin de la ville. Bon retardement, dans notre monde de fou, oui. Dans un monde utopique où chacun respecte l'autre, non. Et c'est mon monde, alors si je décide que c'est utopique et que ça fonctionne, ça fonctionne. Bien, passons à l'Iran. Et je préfère reprendre le nom ancien que le pays a conservé bien plus longtemps au cours de son histoire, la Perse. Et la Perse, c'est grand. Si on unit toutes les autres langues du groupe iranien, hors langue kurde, on va loin, jusqu'à l'Indus ou l'Afghanistan. Au nord de la Perse, l'Asie centrale, où on trouve tous ces pays finissant par Stan, et bien d'autres régions qui n'ont pas leur autonomie, mais qui finissent aussi en Stan. Tous ces peuples ouzbeks, kazakhs, kirghizes, tadjiks, ouïghours, etc. sont des peuples turciques. Et l'Asie centrale est leur point d'origine. Aujourd'hui divisés, ils ont souvent été unis dans des empires, le fameux empire mongol, et Khanat qui lui ont succédé. C'est pourquoi je vais réunir à nouveau tous ces peuples cousins pour former la République des steppes Chagatai, nom inspiré du Khanat Chagatai, une des résultantes de l'éclatement de l'empire mongol. Bien qu'un peu plus vaste que celui-ci, car on va grignoter aussi des bouts qui étaient à la Horde d'Or, notamment en Russie. Chagatai y récupère des territoires d'autres peuples toujours turciques, comme la Bashkirie, le Tartarstan ou la Tchouvachie, mais aussi l'Altaï et Touva. Mais également les Ouïghours de la Chine actuelle. Ce pays serait donc très vaste, mais pas forcément hyper riche et développé, mais au moins plus fort unifié ainsi. J'ai rajouté quelques bouts de régions à Finno-Ugria, car des peuples finno-ougriens sont dans les environs, et j'avais oublié de les rajouter. On a ainsi une Russie terminée, qui n'ira pas au-delà, ni ne se réduira plus. Elle paraît peut-être minuscule en comparaison de la Russie actuelle, mais comparée aux autres pays européens, elle est déjà parmi les plus vastes. Et cette région étant toujours la partie la plus développée et industrialisée de la Russie, elle restera une puissance significative. Allons en Mongolie, que l'on va agrandir également avec la Bouriatie, et les Bouriates étant un peuple très proche des Mongols, et on va greffer évidemment la région de Mongolie intérieure en Chine, et un autre petit bout à l'ouest. On a ainsi une plus grande Mongolie,
plus fidèle à ce qu'elle devrait être. Bon, que fait-on de ce qui est au-dessus? Vous vous doutez bien que je ne vais pas laisser ça à la Russie. On déclare l'indépendance de la Sibérie. Mais linguistiquement parlant, la Sibérie c'est plutôt le bazar. Il y a plusieurs familles linguistiques qui n'ont pas de lien direct entre elles, mais qu'on regroupe sous le nom des langues paléo-sibériennes. On va trouver ainsi des langues Tungus, des langues Yenisseïennes, le Yukagir, le Nivk et les langues Tchouktch-Kamtchadal. Cette terre rude au sol gelé et fait de forêts boréales ne permet pas vraiment de développer une grande civilisation technologique et ces peuples préféreraient bien plus vivre traditionnellement que de rejoindre la folie moderne. Néanmoins, ils seraient plus fort unis en une nation ensemble que chacun dans sa micronation qui ne prendrait qu'un petit morceau de la Sibérie. Pour la Corée, on va reformer la Grande Corée historique, évidemment en unissant Nord et Sud, puisque cette division moderne politique n'a aucun sens dans le cadre de cette carte. À la manière du japonais, le coréen est un isolat linguistique et permet donc à la Corée de rester indépendante. Il faut toutefois bien l'agrandir vers le nord où du coréen est parlé, car la Corée s'est par le passé étendue plus au nord qu'actuellement. Pour le Japon, peu de changements. La langue japonaise est un isolat, et donc le pays reste ce qu'il est, depuis les îles Ryukyu jusqu'au nord, où sans la présence russe, il aurait probablement achevé de prendre Sakhalin, ou Karafuto en japonais, et les îles Kuril, ou Shishimaretto en japonais. Du coup, peut-être que Tsutsete autour, la Mandchourie, pourrait trouver son indépendance de la Chine. Faisons donc ça, car à l'origine, ce n'est pas du chinois qui y est parlé. Mais le mandchou fait partie des langues Tungus, et ça vous rappelle quelque chose ? Et oui, c'est une des familles de langues sibériennes. C'est pourquoi si on respecte la thématique de la carte, la Sibérie doit absorber la Mandchourie. La Mandchourie ayant fondé une civilisation guerrière, je rappelle qu'elle est à l'origine de la conquête de la Chine au XVIIe siècle pour fonder la dynastie Qing, on peut imaginer que plutôt que d'aller vers le sud, elle soit partie en Sibérie, et que ce pays est la résultante d'un ancien empire mandchou à travers la Sibérie. Plus tempérée que le reste de la Sibérie, moins hostile, la Mandchourie pourrait former le cœur économique et moderne de cette grande Sibérie, de la même manière que l'est le sud du Québec et de l'Ontario pour le Canada. Partons dans l'Himalaya, à partir du Népal, ici, en unifiant le Bhoutan et d'autres territoires du Haut-Himalaya. Je vais faire un peu une exception car dans la région, on a deux types de langues, le népalais et le tibétain, qui fait partie du groupe sino-tibétain. Je pourrais séparer les deux, et j'avais tenté sur la carte bêta pour voir à quoi ça ressemblerait, mais j'ai vite finalement préféré tout unir pour un grand pays du monde himalayen. Avec tout de même ici une descente vers la mer, pas complètement artificielle, puisqu'il y a bien une drôle de descente ainsi des langues sino-tibétaines, j'ai juste tant qu'à faire boucler les derniers kilomètres pour relier à l'océan. Avantage non négligeable d'avoir un accès à la mer. Mais ce couloir, on est d'accord que c'est un truc géopolitiquement dangereux. Mais comme on est dans un super monde utopique où tout va bien, c'est pas grave. Donc à tout ça, on réunit évidemment le Tibet, car il s'agit bien de former un grand état du Tibet qui est actuellement chinois, non seulement la province du nom de Tibet, mais aussi au-delà tant qu'il y a des langues tibétaines. Ce n'est pas un pays avec une géographie facile, entre les hautes montagnes et le haut plateau du Tibet et les nombreux déserts de ces régions. Ce n'est pas fifou, mais au moins ils sont libres. En dessous, occupons-nous du sous-continent indien, en fusionnant ce qui reste du Pakistan et le Bangladesh pour former ce qui était envisagé comme la Grande Inde, parfaite si tout le monde s'entendait bien. Linguistiquement parlant, on est proche, mais vous savez qu'il y a une forte disparité religieuse, en particulier entre islam et hindouisme. À l'origine, comme le montre le drapeau, la Grande Inde devait accepter sans souci les deux religions. Comme je l'ai dit dans la première vidéo, on est dans un monde utopique où chacun est capable d'accepter les différences de l'autre, même au sein d'un même pays, ce qui permet ces unions linguistiques, voire culturelles parfois. La Grande Inde ne fait pas exception, le projet n'est faisable que si tout le monde s'entend avec respect, ce que notre monde actuel a bien démontré son incapacité à le faire. Avec une telle union, la Grande Inde serait de loin le pays le plus peuplé du monde. Et vous allez me dire, et la Chine ? Comme vous l'avez vu, j'ai commencé à raboter des bouts de la Chine à droite à gauche, car à la manière de la Russie, c'est un impérialisme d'une ethnie unique, les Han, qui a absorbé bien d'autres cultures dans son territoire au fil des siècles. Mais comme pour la Russie, on imagine que l'empire de Chine n'a pas existé de la même manière, et est donc brisé pour libérer les différentes cultures. Il reste donc ce bout de Chine, mais même là je ne vais pas le laisser tel quel.
On va commencer donc par la Chine Han, créée depuis l'Empire Han, contemporain de l'Empire romain, et qui est à l'origine des suites de dynasties qui se sont succédées dans l'histoire de la Chine, de manière plus ou moins mouvementée. Sauf qu'au sud, c'est pas des Han à l'origine. C'est dans le sud qu'on trouve le plus de concentration de minorités ethniques et de dizaines de langages. On va certes éviter de faire là des micronations, encore une fois, mais on peut les regrouper, à part des Han, sous une même bannière, Nanzong, signifiant Chine du Sud. Si vous voulez une explication historique possible pour la déviation, il faut remonter au IIIe siècle. À cette époque, l'Empire s'est éclaté en 3 royaumes, Wei au nord, Shu à l'ouest et Wu à l'est. On peut imaginer que face à l'avancée des Wei vers le sud, les royaumes Shu et Wu ont fini par fusionner pour résister, et c'est ainsi que sont apparus les 2 grands royaumes de Chine. Point simple, vous voyez ? Malgré cette réduction sévère de la Chine Han regroupe toujours la zone la plus industrialisée du monde moderne et resterait une très grosse puissance. Quant à la Chine du Sud, elle se placerait certes sûrement en dessous de la Chine Han, mais serait également une puissance forte à ne pas négliger. Descendons donc dans l'Asie du Sud-Est. On va retrouver presque les frontières de l'ex-Indochine, avec un bout à l'ouest en moins, et le nord qu'on donnera à la Chine du Sud. Cette région regroupe les langues austro-asiatiques. Thaïlande et Birmanie ne bougent qu'assez peu, la première ce sont donc les langues thaï, alors que la seconde porte les langues tibéto-birmanes. Partons en Indonésie, où l'on trouve les langues austronésiennes, qui comprend donc aussi la Malaisie, mais aussi les Philippines, et enfin Taïwan, qui est le point d'origine des langues austronésiennes. À côté se trouve la Papouasie, qu'on va réunir pour éviter ce découpage absurde issu de la colonisation. En Papouasie se trouvent les Papous, qui sont éclatés en plus de 750 langues. En l'étendant légèrement, on peut y intégrer les îles Moluques. Pour l'Australie, même si on ne va pas complètement nier la colonisation britannique, j'aimerais prendre en compte que les colonisations ont été beaucoup plus faibles et moins exterminatrices que dans la réalité, que ce soit en Asie ou en Amérique. Ainsi, je vais redonner le pouvoir de l'Australie à son peuple natif, les aborigènes d'Australie, qui sont ni plus ni moins que la plus ancienne civilisation continue du monde, qui est restée vierge de tout contact, conquête externe et migration pendant plus de 40 000 ans. En utilisant un nom dans une langue aborigène, le pays s'appellera Yerta Koori, signifiant simplement la terre du peuple. Pour le reste de l'Océanie, je vais faire très vite, car je ne vais pas aller chercher toutes les îles une à une. Il pourrait être intéressant de réunir les îles de Mélanésie, des Salomon aux Fidji, Tonga et Samoa, en passant par la Nouvelle-Calédonie. Plus au nord, les îles de Micronésie, dont le pays existe de nos jours, pourraient regrouper d'autres îles de la région, comme Nauru, une des plus petites nations du monde, sur une petite île unique, ou les îles Marshall, Marianne, Yap et d'autres. La Nouvelle-Zélande, de par sa taille, resterait indépendante pour le peuple maori. Tout le reste forme la Polynésie, puisque du peuple polynésien. Il comprend toutes les îles du triangle polynésien, de Hawaï au nord, à l'île de Pâques à l'est, jusqu'à la Nouvelle-Zélande à l'ouest. Au centre, on trouve les îles de la Société avec Tahiti. Et voilà, c'est ainsi qu'on finit avec le redécoupage de l'Asie et de l'Océanie. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, toujours avec bienveillance s'il vous plaît. Aucun pays ne sera réellement modifié suite à cette vidéo. Allez, je vous dis à la prochaine fois pour l'Amérique.